Pour bien comprendre pourquoi l'Iran a lancé cette attaque massive contre Israël, il est essentiel de revenir aux racines de cette animosité entre ces deux nations. Les tensions entre l'Iran et Israël ne datent pas d'hier, elles sont profondément enracinées dans des décennies de rivalité géopolitique, militaire et religieuse. L'Iran, une république islamique chiite, voit Israël, un État juif et sioniste, non seulement comme une menace régionale, mais aussi comme un obstacle à son influence grandissante au Moyen-Orient. De son côté, Israël perçoit l'Iran comme une menace existentielle, particulièrement à cause de son programme nucléaire controversé. Mais cette dernière escalade, sans précédent par son intensité, a été déclenchée par des événements très spécifiques. Ces derniers jours, Israël a mené des frappes ciblées qui ont éliminé 3 figures majeures, Ismail Haniyeh, chef du Hamas, Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, et Abbas Nilforouchan, un haut commandant des gardiens de la révolution iranienne. Ces personnalités étaient des piliers de la résistance contre Israël, et leur mort a provoqué une onde de choc en Iran et dans tout le monde chiite. Pour l'Iran, c'était plus qu'une simple attaque, c'était une atteinte à son influence stratégique dans la région. En réponse, l'Iran, via son bras armé, le corps des gardiens de la révolution islamique, a décidé de frapper fort. Ce mardi 1er octobre, près de 400 missiles balistiques ont été lancés en direction d'Israël depuis le sol iranien. Selon les gardiens de la révolution, cette attaque était une réponse légitime aux assassinats des dirigeants du Hamas et du Hezbollah, mais elle avait aussi un autre objectif, envoyer un message clair à Israël et à ses alliés occidentaux, qu'ils soient directement ou indirectement impliqués dans le soutien à l'État hébreu. Ce qui rend cette attaque différente, c'est son ampleur inédite. En comparaison avec les frappes passées, jamais l'Iran n'avait lancé autant de missiles en une seule journée. Des cibles stratégiques ont été visées, des installations militaires, des infrastructures critiques comme les plateformes gazières d'Ashkelon, et même des zones civiles dans le sud d'Israël. Des explosions ont été entendues jusqu'en Jordanie, marquant l'impact régional de cette attaque. Cependant, l'Iran ne compte pas s'arrêter là. Selon certaines sources proches des gardiens de la révolution, cette première vague de frappes pourrait être suivie d'une deuxième encore plus massive si Israël décide de l'attaquer à nouveau. Une question cruciale se pose donc. Comment Israël va-t-il répondre à cette riposte de l'Iran? Pour le moment, le pays reste prudent, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déjà averti que la riposte israélienne sera décisive et qu'elle interviendra au moment et au lieu choisi par Israël. L'attaque iranienne du 1er octobre 2024 s'est démarquée par l'utilisation massive de missiles balistiques, un choix qui reflète clairement la volonté de Téhéran de marquer un coup dans cette confrontation avec Israël. Selon plusieurs sources, près de 400 missiles ont été lancés en direction d'Israël en seulement quelques heures, créant un véritable barrage qui a mis à rude épreuve le système de défense israélien, le dôme de fer. Parlons des missiles eux-mêmes. L'Iran dispose d'une vaste gamme de missiles balistiques, allant de missiles de courte portée à des missiles de plus longue portée capables d'atteindre les profondeurs d'Israël. Tels que le Fateh et le Rad 500 pour les courtes portées, le Fateh 3 et le Desfoul avec une portée de 1000 km pour les portées intermédiaires, et le Shahab 3 avec une portée de 1300 km, il y a aussi le Sejil, capable de voler à plus de 17 000 km à l'heure et d'une portée de 2500 km, le Kebar, d'une portée de 2000 km et le H-Kazem, d'une portée de 1400 km et nommé d'après le commandant de la force Qud, Qasem Soleimani, qui a été tué par un drone américain à Bagdad il y a 4 ans. En plus de ces missiles, l'Iran développe également des lanceurs spatiaux comme le Safir, le Simorgh et le Zuljana pour placer des satellites en orbite basse. L'Iran possède également des missiles de croisière tels que le Kh-55, une arme à capacité nucléaire lancée par avion et d'une portée de 3000 km, et le missile antinavire avancé Khalid Fars, d'une portée d'environ 300 km, capable de transporter une ogive de 1000 kg. En avril, l'Iran avait lancé plus de 300 projectiles sur Israël, dont 170 drones, 30 missiles de croisière et 120 missiles balistiques. L'armée israélienne avait alors déclaré que 99% d'entre eux avaient été interceptés par les défenses aériennes israéliennes et celles d'une coalition d'alliés. Bien que les gardiens de la révolution avaient affirmé que tous les cibles ont été atteints avec succès. Sachez que nous sommes toujours dans une guerre de l'information où chaque camp essaie de minimiser les dégâts subis. Donc, selon les premiers rapports de l'attaque du 1er octobre, les missiles utilisés dans cette attaque étaient majoritairement des missiles à courte et moyenne portée, conçus pour cibler des installations stratégiques israéliennes, telles que des bases militaires et des infrastructures critiques. Parmi les zones touchées, on retrouve notamment Ashkelon, une région où Israël dispose d'importantes infrastructures énergétiques, ainsi que la base militaire israélienne de Nevatim, une installation clé pour l'armée de l'air israélienne, a été détruite lors de cette attaque. Selon le corps des gardiens de la révolution islamique, cette frappe visait à affaiblir la capacité de riposte aérienne d'Israël. En plus de cela,
Il a été rapporté que plus de 20 chasseurs F-35 israéliens de 5e génération ont été détruits lors de cette attaque, une perte stratégique énorme pour Israël, qui compte sur ses avions pour maintenir sa supériorité aérienne dans la région. En parallèle, la bande de Gaza n'a pas été épargnée. Netzarim, une zone située dans cette région, a été frappée par plusieurs missiles, touchant un grand nombre de chars israéliens positionnés là pour renforcer les défenses contre des attaques potentielles venant du Hamas. Bien que la plupart des missiles aient été interceptés, l'impact sur le terrain a été significatif, avec des dommages matériels considérables. Israël, pour sa part, s'est rapidement préparé à cette attaque. Tsahal, l'armée israélienne, a mobilisé son système de défense antimissile Dôme de fer, réputé pour sa capacité à intercepter des roquettes et des missiles de courte et moyenne portée. Selon des sources officielles contrôlées par l'État, environ 80% des missiles ont été interceptés en plein vol, épargnant ainsi de nombreuses zones urbaines. Cependant, malgré cette efficacité, certains missiles ont réussi à passer à travers les défenses, provoquant des dégâts dans le centre et le sud du pays, bien que les autorités israéliennes n'aient pas encore fourni de bilan exact concernant les victimes potentielles. Les infrastructures militaires israéliennes n'ont pas été les seules cibles de l'Iran. Selon des sources iraniennes, des plateformes gazières dans la région d'Ashkelon ont été touchées, ce qui pourrait affecter directement l'économie d'Israël, un pays fortement dépendant de ses ressources énergétiques. Ces attaques semblent donc avoir été minutieusement planifiées pour infliger un maximum de dommages tant sur le plan militaire qu'économique. Mais cette attaque ne s'est pas limitée au seul territoire israélien. Des groupes soutenus par l'Iran, comme les Houthis au Yémen, ont également intensifié leurs actions, attaquant des navires étrangers dans la mer Rouge et l'océan Indien, notamment des pétroliers britanniques et grecs. Ces actions montrent bien que cette confrontation dépasse désormais le cadre d'un simple conflit entre l'Iran et Israël. En effet, des pays extérieurs à la région pourraient être touchés par les retombées économiques et sécuritaires de ce conflit. En parallèle, des rumeurs courent sur une seconde vague d'attaques qui pourrait être encore plus importante que la première. Selon des sources proches des gardiens de la révolution islamique, l'Iran pourrait être prêt à lancer une nouvelle série de missiles si Israël choisissait de riposter de manière agressive. D'un autre côté, Tsahal a indiqué qu'elle étudiait de près les impacts des premières frappes pour ajuster sa stratégie de défense et de contre-attaque. Ce qui est également frappant, c'est la réponse immédiate des alliés d'Israël, notamment les États-Unis, qui ont immédiatement renforcé leur présence militaire dans la région. 3 escadrons aériens ont été envoyés au Proche-Orient, prêts à intervenir en cas de nouvelle escalade. Le président américain Joe Biden a donné des ordres explicites à l'armée américaine d'abattre les missiles iraniens visant Israël, montrant ainsi un engagement fort des États-Unis dans cette crise. En résumé, cette première vague d'attaques iraniennes contre Israël a mis à l'épreuve les capacités défensives du pays tout en marquant une nouvelle étape dans l'escalade des tensions. La situation reste incertaine, mais il est clair que les deux pays se préparent à une confrontation provoquée par la politique de Netanyahou et encore plus destructrice si la diplomatie échoue encore à désamorcer cette crise qui va vers une grande escalade. Voyons maintenant la réaction internationale. L'attaque massive de l'Iran contre Israël n'a pas tardé à provoquer des réactions dans le monde entier. En premier lieu, les États-Unis, principaux alliés d'Israël, ont immédiatement pris des mesures pour soutenir leurs partenaires au Moyen-Orient. Quelques heures après le début des frappes, le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis se tenaient prêts à défendre Israël. Il a ordonné à l'armée américaine de mobiliser 3 escadrons aériens en direction de la région, augmentant ainsi la présence militaire américaine au Proche-Orient. Cette décision montre que les États-Unis prennent cette attaque très au sérieux et sont prêts à intervenir en cas de nouvelles menaces. En plus du déploiement militaire, Biden a donné des instructions spécifiques aux forces armées américaines d'intercepter les missiles iraniens s'ils venaient à menacer directement Israël. Cela témoigne de la solidité de l'alliance entre les deux pays et de la volonté des États-Unis de ne pas laisser Israël isolé face à cette offensive iranienne. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à réagir. Une autre puissance clé dans ce dossier est la Russie. Depuis le début du conflit, Moscou a toujours maintenu des relations complexes avec à la fois Israël et l'Iran. Cependant, avec cette nouvelle escalade, la Russie a cherché à jouer un rôle de médiateur. Des discussions auraient eu lieu en coulisses pour organiser un entretien téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bien que la Russie ait toujours été un allié de l'Iran, elle a des intérêts stratégiques à préserver avec Israël, notamment sur le plan économique et sécuritaire. Moscou craint que cette guerre régionale ne se transforme en un conflit plus large, impliquant d'autres puissances. D'ailleurs, cette crainte est partagée par la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rapidement pris la parole pour condamner l'élargissement du conflit au Proche-Orient.
Il a appelé les deux parties à la désescalade et a réitéré la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. Pour lui, chaque nouvelle escalade rapproche la région du précipice, avec des conséquences potentielles dévastatrices non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour la stabilité mondiale. Du côté des alliés de l'Iran, les choses se compliquent également. En plus des actions des Houthis au Yémen, plusieurs autres groupes soutenus par l'Iran dans la région, notamment en Irak et en Syrie, ont exprimé leur soutien à l'attaque. Ces groupes pourraient eux aussi intensifier leurs actions contre Israël dans les jours à venir, augmentant ainsi le risque d'une guerre par procuration à travers toute la région. Cela signifie que cette confrontation pourrait s'étendre bien au-delà des frontières d'Israël et de l'Iran, créant un effet domino qui toucherait plusieurs pays. Enfin, il est important de souligner que cette attaque a aussi divisé les opinions en Occident. Si les États-Unis ont immédiatement réagi pour soutenir Israël, certains pays européens, bien que solidaires avec Israël, ont exprimé des craintes quant à l'escalade militaire. Plusieurs gouvernements, dont ceux de l'Union européenne, ont appelé à la retenue, craignant que cette attaque ne mène à un conflit de plus grande envergure. Sans pourtant prendre des mesures contre l'Israël durant mois de provocation. Les discussions diplomatiques en coulisses s'intensifient, avec l'espoir d'éviter une intervention militaire directe de la part des grandes puissances. Ce qui est sûr, c'est que cette attaque iranienne a jeté de l'huile sur le feu dans une région déjà en proie à des tensions extrêmes. Si une réponse militaire d'Israël devait avoir lieu, elle pourrait entraîner des répercussions bien au-delà du Moyen-Orient. Le soutien américain à Israël pourrait provoquer des réactions en chaîne, tandis que la Russie et d'autres puissances pourraient soutenir l'Iran. Notez que le Premier ministre de la Fédération de Russie est actuellement en Iran. Pourquoi nous ne savons pas trop sur sa présence en ce moment au Téhéran? En résumé, cette attaque massive de l'Iran contre Israël marque un tournant dans les tensions déjà extrêmes qui secouent le Moyen-Orient. Avec plus de 400 missiles tirés, l'Iran a clairement montré sa capacité à frapper durement Israël, tout en envoyant un message fort à ses adversaires régionaux et internationaux. La réponse israélienne, elle, reste à venir, mais il ne fait aucun doute qu'elle sera calculée et potentiellement dévastatrice.